Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le forum de ce jour. Mal connu, peu médiatisé surtout, l'endométriose touche pourtant de nombreuses femmes, nous dit-on. Une femme sur 10 en âge de procréer selon l'Organisation mondiale de la santé en souffre dans le monde. Le Bénin également en fait partie. Nous aurons sur ce plateau des témoignages et également dans le reportage que vous allez suivre tout à l'heure. L'endométriose, souvent banalisée et ramenée à de simples règles douloureuses, cette pathologie est difficilement diagnostiquée, nous dira le médecin, le gynécologue qui est sur ce plateau, ce qui retarde d'autant une prise en charge adaptée et laisse un nombre important de jeunes filles et de jeunes dames dans la souffrance. Où en est alors la science dans la prise en charge de l'endométriose? Nous aurons sur ce plateau le médecin, des témoignages des personnes qui en ont souffert, qui vont nous donner leur avis. Nous avons précisément le médecin gynécologue Zaïd Olatunji pour nous donner toutes les précisions liées à l'endométriose et une patiente, Nadège Adigoun, je dirais, elle nous donnera les précisions, surtout par rapport à sa prononciation tout à l'heure, et un public que vous aurez le temps de mieux découvrir, de mieux connaître tout au long de l'émission. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Alors, mesdames et messieurs, avant d'avoir l'avis des invités sur ce plateau, je nous propose d'avoir l'avis de ceux qui sont de l'autre côté, je dirais, dans la rue, qui nous donnent leur avis sur l'endométriose. Est-ce que le peuple connaît ce qu'on appelle endométriose? Ensuite, on revient pour en débattre. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi, mais moi-même personnellement, je n'en souffre pas. C'est la première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais eu cette information, je n'ai jamais entendu ça une fois. C'est la première fois. Sauf pour calculer date, c'est votre temps, les gens ont règle. C'est prendre précaution. Mais il y a d'autres vies, il y a des permis mettons. Des belles règles, mais trop comédien ou lui, mais d'autres pays on a amassé. Donc amassé, nous mais sinon d'or. Toto dit mais moi, quand du mois au Jaïo, mais non robert non c'est ça. Mais après, on a d'autres inconvénients. Bon, ça est dit on peut dire il a opéré ton. Mais ils ont règle des opéré ton ils sont deux problèmes mais qu'à sortir. Parce que des opérés nous trompons en souffrir nous docteur donc nous est très nous mina décoller mina gré nous qui tout le temps. Donc docteur dit donner économie monde mais il est tout bon il est mon mais il y a quand même quelqu'un qui dit il faut techniquement aussi avec découragé parce que à ce temps de l'homme à ce temps que j'en entends parler. J'ai même vu des personnes qui ont souffert de ça et c'est vraiment atroce. Je sais que ça a des conséquences graves. Moi, quand ça m'arrive, je prends des calmants. Parfois, je prends un médicament que maman m'a prescrit, une tisane quoi. Donc, parfois, je prends aussi des antibiotiques pour calmer le ventre. Selon moi, quand tu as les règles douloureuses, ça dépend. Ça dépend de la manière dont tu as mal en fait. Quand c'est trop dépassé, on peut aller à l'hôpital. Bon, endométriose, ce thème, bon, je ne maîtrise pas trop. Voilà, nous nous retrouvons sur le plateau, le micro-trottoir qui a créé, je dirais, un petit débat ici, avant même le réel débat. Alors, docteur Olatunji, dites-nous, lorsqu'on parle de l'endométriose, voilà, d'abord, c'est déjà un thème, je dirais, difficile à prononcer, compliqué. Les populations ont dit, mais c'est pour la première fois, moi, j'entends parler de ça. Qu'est-ce que c'est? Règles douloureuses, je sais, mais l'endométriose, je n'en sais rien. Qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie qui se caractérise par quoi? Par la présence de l'endomètre à l'extérieur en fait, de l'utérus. L'endomètre, qu'est-ce que c'est? C'est l'utérus et la poche qui est censée contenir. On va voir des images que le réalisateur va nous envoyer et vous pourrez, je vais les commenter. Voilà, les commenter. En attendant, on peut y aller. D'accord. Donc je disais en fait que voilà c'est... ça déjà. Par exemple, là c'est un utérus et vous voyez il y a plusieurs couches. La couche interne, qui était soulignée tout de suite, en fait c'est cette couche-là qu'on appelle l'endomètre. C'est-à-dire c'est l'espèce de T à l'intérieur. Voilà. Oui. Et c'est cette couche qui est faite de cellules qui normalement chaque mois chez la femme augmente en épaisseur et quand il n'y a pas de grossesse est éliminée sous forme de règles, sous forme de menstruation.
Eh bien, normalement, cette couche ça s'appelle l'endomètre et c'est seulement à cet endroit qu'on est censé la retrouver. Et l'endométriose, c'est une maladie qui se caractérise par la présence de ce tissu, de ces cellules, à l'extérieur de la cavité utérine, comme vous voyez sur le schéma. Voilà. Ça peut se retrouver dans l'abdomen, Ok. ça peut se retrouver sur les ovaires, Ok. ça peut se retrouver dans certains cas rares, même dans le thorax. Ok. Voilà. La particularité, c'est que ces cellules-là, puisqu'elles sont sensibles aux hormones, Oui. pendant les règles, elles aussi vont se dégrader et entraîner un saignement, que D'accord. ce soit dans le ventre ou quel que soit l'endroit où elles se trouvent. D'accord. Donc c'est un peu ça l'endométriose, c'est la présence de ce endomètre à l'extérieur de la cavité utérine. D'accord. Est-ce que c'est différent des règles douloureuses? Parce que bon, il y a une confusion qui s'installe là, dans même la vie des populations, vous l'avez compris aussi. En fait, l'endométriose se manifeste aussi par des règles douloureuses. Les règles douloureuses, c'est un signe. J'ai des règles, quand j'ai mes règles, j'ai mal. Mais les causes ne sont pas les mêmes. Il y a ce qu'on appelle les dysménorrhées, ces règles douloureuses qui sont essentielles. On ne connaît toujours pas vraiment les causes, mais on sait en fait que c'est des douleurs, ce sont des femmes qui vont avoir des douleurs pendant les règles, et juste après le premier accouchement, ça disparaîtra. Ça disparaîtra, d'accord. Les parents nous disent même que quand la femme accouche d'un garçon, pour son premier accouchement, elle fait un garçon, ça disparaît. Mais quand c'est une fille, c'est comme si c'est héréditaire, quoi. La fille récupère. Je n'ai pas fait ces observations-là. Non, je rapporte juste ce que nos parents disent, la tradition pense de la chose. Ok, d'accord. C'est juste ça, sans commentaire. D'accord. Donc, en fait, les règles douloureuses, ce qu'on appelle des dysménorrhées, ne sont pas, c'est différent de l'endométriose. Ça se manifeste aussi par des règles qui sont douloureuses, c'est vrai, mais il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de présence de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus dans ce cas. Et en général, c'est essentiel, ça dit que, bon, en médecine, quand on dit c'est essentiel, c'est qu'on ne connaît pas les causes, vraiment. Et, mais après le premier accouchement, les dysménorrhées essentielles disparaissent. Dans l'endométriose, comme je disais tout à l'heure, c'est la présence de cet endomètre, ce tissu à l'extérieur de l'utérus. Et c'est cette présence qui va entraîner des douleurs aussi pendant les règles. Donc, c'est deux éléments différents qui se manifestent de la même façon. D'accord. De la même façon, de la même manière. D'accord. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons titré le thème du jour au-delà des règles douloureuses, parce que c'est un peu notre manière d'expliquer d'ailleurs le sujet aux populations pendant le micro-trottoir. Je ne sais pas comment expliquer endométriose en langue. On a dit les règles douloureuses et tout le monde s'est retrouvé. Mais personne ne savait qu'on peut parler d'endométriose. Vous avez souffert d'endométriose. Je dirais même que c'est grâce à vous qu'on aborde le sujet aujourd'hui. Je vous remercie. Surtout pour ça, on ne l'a jamais abordé, je ne l'ai jamais fait. Vous avez souffert de ça, vous avez dit, mais beaucoup de femmes en souffrent en silence, mais vous avez décidé de sensibiliser vos sœurs pour qu'elles sortent très tôt pour aller voir le médecin, pour que les dégâts soient réduits. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça a commencé à votre niveau? À mon niveau, c'était un peu bizarre parce que j'ai eu mes règles à 11 ans. Okay. Ça fait 6 mois avant de revenir. Et c'est ça qui a alarmé mon père. Quand on est allé voir le gynéco, il a tout fait pour que ça revienne chaque mois. Mais ça revenait chaque mois avec des douleurs atroces. Ce qui fait que quand chaque fois ça retournait vers les 6 mois, moi j'étais contente sans savoir que c'était un problème vraiment majeur. C'est là que j'ai commencé la tournée des gynécologues. Quand les comprimés ne marchaient pas, c'était la tisane. Soit on met des feuilles de papayer sur le sol, tu te couches dessus. Papa, il ne dormait plus. Dès que j'ai les douleurs, je restais à la maison, je n'allais plus à l'école. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que, en 2018, l'année dernière, on m'a finalement dit que j'avais l'endométriose. Et qu'il y avait déjà des kystes ovariens dus à l'endométriose qu'il fallait opérer. D'accord. Donc ça se manifeste également chez vous par les douleurs. Des règles douloureuses. Non seulement j'avais... Au début, c'était que les douleurs. Mais à la longue, c'est passé de 5 jours de douleur à 2 semaines, de 2 semaines à 3 semaines. Et finalement, saignez pendant toute cette semaine? Je saigne peut-être 2 jours, c'est tout. Peut-être 2 jours. Il y a même des fois où je saigne une seule journée, mais tu as mal pendant 5 jours. Tu as mal 2 jours avant que tu saignes et tout le reste après avoir saigné. Mais les dernières années, c'était les saignements plus des diarrhées. Je faisais des diarrhées tout le temps. Je ne pouvais pas quitter la maison parce que tu es tout le temps aux toilettes.
tu avais les douleurs, mais les menstrues ne sont pas encore là. Donc pendant 3 semaines, c'est ça. La semaine des menstrues, ça vient, tu souffres encore et ça se tasse. Donc il y a quelques jours où tu es en paix, tu peux sortir rapidement, faire tes courses, vaquer à tes occupations, mais tu n'as qu'une semaine par mois pour travailler et faire tout ce que tu as à faire. Donc c'était des semaines marathon. Il fallait courir dans tous les sens, c'était un peu ça. Mais docteur, pourquoi autant de douleurs? Là, c'est que ça dépasse, si on comprend bien ce qu'elle dit, ça dépasse les douleurs qu'on vit pendant une règle douloureuse. Qu'est-ce qui crée cette intensité de la douleur, je dirais? Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'endométriose et qui n'ont pas de douleur. Oui. Ah bon? Oui. Donc là, il y a plusieurs types d'endométriose alors? Oui, on peut dire ça comme ça. Elles ne sont pas toutes intenses et l'intensité de la douleur n'est pas fonction de l'étendue des lésions. Il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité de la douleur et l'étendue des lésions. Mais en général, ce qui va mettre la puce à l'oreille, c'est que justement, ça va être des patientes qui ont des douleurs intenses et atroces. Ça va empêcher d'aller à l'école, ça va empêcher de travailler. En fait, ça gâche la vie. En fait, c'est des patientes qui vont stresser parce qu'elles savent que leurs règles vont venir dans 2 jours. Donc, ça veut dire, je retourne dans le tunnel un peu de la mort, en fait, pour elles, parce que c'est atroce. Pourquoi autant de douleurs? C'est un peu lié au mécanisme. Comme je disais, c'est que ce tissu qui est censé se dégrader pendant les règles, imaginez qu'il se retrouve, on a des noyaux un peu dans l'abdomen. Autant, pendant qu'elle a les règles, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le ventre aussi, ça saigne. S'il y en a dans l'anus, on va avoir du sang qui sort par l'anus pendant les règles. Bien sûr. Vous constatez. Voilà. Donc, du coup, si vous avez du sang dans le ventre, ça irrite la couche interne de l'abdomen, le péritoine, et ça devient inflammatoire et ça donne des douleurs atroces, en fait. Si ça évolue, après, il peut y avoir ce qu'on appelle des adhérences. Pour faire simple, c'est des espèces de toiles, comme des toiles d'araignée, des membranes qui se forment et qui collent les organes les uns aux autres. Et quand ça se passe, les douleurs sont exacerbées pendant les règles, mais après, une fois que vous avez des organes qui sont collés les uns aux autres, avec les mouvements et tout ça, ça tire et ça crée des douleurs. Donc du coup, on va sortir, certaines patientes, même en dehors des règles, après, finiront par avoir des douleurs justement liées à ces adhérences-là. Donc certainement à votre niveau, il y a avait problème des adhérences. Voilà. Oui, il y avait des adhérences. Raison pour laquelle, même si les règles durent à peine 3 ou 5 jours, 2 jours, vous ressentez toujours la douleur pendant une semaine. Tout le temps. Wow. Mais docteur, quelle est la cause? Pourquoi? Parce que toutes les femmes n'en souffrent pas. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer? Moi, j'appelle ça un dysfonctionnement ou comment l'appeler? Qu'est-ce qui peut expliquer la chose? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment. Il y a des théories. La plus unanime, en fait, on pense que pendant les règles, ces cellules, en fait, qui sont censées se dégrader et sortir par le bas sous forme de menstruation, refluent, c'est-à-dire, en fait, elles font le chemin inverse et passent par les trompes pour se retrouver dans l'abdomen. Et à partir de là, elles peuvent se diffuser un peu partout. On pense que, c'est la théorie qui se pourrait que c'est par ce mécanisme, en fait. Voilà quelques images d'endométriose qui sont, ça peut se on retrouver peut avoir des noyaux là, par exemple, sur la trompe, sur l'ovaire. La zone de prédilection, c'est à l'arrière de l'utérus, entre l'utérus et le rectum, ce qui peut entraîner des douleurs même pendant qu'on va à la selle, pendant les règles, pendant la défécation, et sur les ovaires, sur les trompes. Et justement, ça, c'est la zone de prédilection où on retrouve souvent des noyaux endométriaux. Et ça peut même coller le rectum et l'utérus et entraîner des douleurs intenses, même surtout pendant qu'on va à la selle. C'est des patientes qui vont avoir très mal. Elles ont même la flemme d'aller à la selle pendant cette période-là. Wow. Mais, docteur, est-ce qu'il y a des personnes à risque? Les personnes à risque, c'est plutôt des constats. C'est plutôt des constats en fait épidémiologiques. Bon, on sait qu'il y a une notion familiale dans certaines familles, l'endométriose. On sait qu'en général, quand il y a une patiente qui a l'endométriose, on a 5 fois plus de chances d'en avoir aussi. Dans la famille, oui, dans la même famille. Voilà, oui, il y a une notion de familiale. Certaines études parlent
des patientes qui ont eu leurs règles précocement. Donc, elle a parlé de 11 ans. Ça peut être peut-être la cause. En tout cas, on ne peut pas dire cause. En fait, c'est pour ça que je faisais la nuance entre cause et constat, c'est-à-dire les facteurs de risque. On sait juste que dans le groupe des femmes qui ont eu leurs règles précocement, il y en a beaucoup qui ont eu de l'endo. Il y en a plus. Il y a plus de patientes sujettes qui sont sujettes à l'endométriose. Certaines patientes aussi ont dit qui ont des volumes de règles très importants. Certaines qui auraient des malformations au niveau du col qui empêcheraient, toute malformation qui empêcherait un écoulement normal des règles. C'est à peu près, grosso modo, ça, les groupes dans lesquels on retrouve le plus de femmes qui ont l'endométriose. D'accord. Elle a dit beaucoup de choses dans son intervention. Par exemple, elle dit de 11 ans, déjà à l'âge de 11 ans, elle a constaté la chose. Et c'est en 2018 qu'on lui diagnostique l'endométriose. Elle s'est dit que le diagnostic se fait très souvent de façon, je dirais pas de façon retardée. Oui, très souvent. C'est une des caractéristiques de cette maladie pour le moment. On espère que ça va changer. Parce qu'elle n'était pas bien connue, elle n'est toujours pas assez connue, autant du public que des médecins. Des médecins en général. Okay. On n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que maintenant avec des émissions comme le Forum du jour. Oui, beaucoup de médecins vont y penser. On va en penser de plus en plus et aujourd'hui, il y a beaucoup de médiatisation de l'endométriose. Donc, même les patientes maintenant se disent... Il y a même une journée consacrée à ça, le 30 mars. Est-ce que j'ai des règles douloureuses? Est-ce que ce n'est pas une endométriose? Bon, voilà. Il y en a qui viennent même en consultation maintenant. D'accord, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Parce que moi, j'ai lu, pendant les recherches, il paraît que c'est 6 à 7 ans après, on peut détecter, on peut diagnostiquer que cette dame souffre d'endométriose. Dans notre contexte, en fait, vu que c'est des patientes qui ont des règles douloureuses, c'est souvent traité comme étant des dysménorrhées. Donc, on a tendance à banaliser la souffrance des filles. Donc, on la voit se tordre dans le lit, qui s'en se dit, ah, moi aussi c'était comme ça va passer après le mariage, mais le problème c'est que dans l'endométriose, ça ne passe pas. Et on fait très souvent recours aux tisanes. On se dit aux tisanes, tout ce qui peut soulager. Ici, il faut dormir sur des carreaux, mettre le ventre à plat, du carreau. Justement, sur le carreau ou sur les feuilles de papaye. Il y avait tellement de... À chaque mois, on trouvait une astuce. Papa devait chercher, trouver quelque chose pour calmer, pour que ce mois-là, ce soit moins douloureux. C'était chaque fois des découvertes pas possibles, quoi. Quand on prend telle molécule que ça ne fonctionne plus, bon, le mois prochain, c'est telle tisane, le mois prochain, c'est telle autre molécule, c'est ainsi de suite. Et votre vie quotidienne, ça se passe comment? Je dirais, vous avez certainement un petit ami ou un partenaire. En fait, avec l'endométriose, c'est compliqué. Parce que pour certaines, c'est facile d'avoir des relations sexuelles. Mais... pour celles qui ont l'endométriose, pour beaucoup d'entre nous, c'est compliqué. Oui, tu as des douleurs tout le temps. Moi, j'ai même accusé mon partenaire dans le temps de me violer. Je n'aimais pas du tout. Et je n'aime pas du tout. Faut se dire la vérité. Je n'aime pas les relations sexuelles. Juste le simple fait de me dire, tiens, il faut passer par là pour avoir des enfants. Toujours à cause des douleurs. Oui, c'est horrible. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu ressens. C'est comme un couteau on prend un couteau, on te pénètre, on ressort, on te pénètre avec un couteau. C'est en fait ça. Même pendant les menstrues, tu as le même. Là, ce n'est plus un couteau, mais c'est 1 milliard de couteaux que tu as dans le ventre. Donc, c'est vraiment horrible. C'est compliqué d'avoir... J'ai le témoignage d'une maman qui a eu l'endométriose et que ce n'est qu'après la ménopause qu'elle a su qu'elle avait l'endométriose. Ce n'est qu'après la ménopause, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Le monsieur a eu des enfants dehors, mais avec la permission de la dame. Elle en a souffert tout le temps. Tout le temps, elle ne pouvait pas avoir de relations sexuelles. Et c'est tous ces témoignages de gens autour de moi, ça m'a révoltée. J'ai voulu dire, mais il faut arrêter ça. Il ne faudrait pas qu'on reste là à se dire, je ne veux pas en parler. L'autre va en souffrir certainement, mais bon, ce n'est pas grave. Il faut qu'on en parle pour que les jeunes filles après nous, qui viennent, puissent savoir que malgré l'endométriose, elle peut avoir des enfants. Ce n'est pas encore la fin du monde. Si c'est vite détecté, tu peux toujours avoir des enfants, tu peux avoir une vie normale, tu peux sortir, aller au cinéma. Ce ne serait pas comme moi.
Mais chez vous, ce n'est pas encore un problème en tant que tel, je peux le dire pour vous encourager, quoi. Non, c'est justement parce que moi, j'ai appris à connaître mon corps. Je sais quand ma semaine de repos commence. Je sais quand elle se termine. J'ai appris à apprendre à connaître chacun des signes que mon corps me donne. Et pendant ma semaine de repos, ce n'est pas que j'arrête les médicaments, non. Si tu arrêtes, c'est sûr que tu augmentes la douleur pour plus tard. Et je ne prends pas un seul antalgique, c'est un cocktail pas possible que je prends pour supporter la douleur. Même avec ce cocktail, il y a des fois où mon grand frère, il vient, il pleure parce que même ma maman, elle ne supporte pas. Tu vois quelqu'un qui a pris près de 5 comprimés, 6 comprimés, ou qui fait des injections chaque heure, mais qui se tord de douleur sous le sol. Je crois que, je l'ai dit tantôt dans l'introduction, la médecine a encore du chemin à parcourir. Les recherches doivent encore se poursuivre parce que pour l'instant, on est encore au statu quo. En ce qui concerne l'endométriose. Le traitement. Oui. Oui, on est un peu au statu quo. On n'a pas de traitement définitif. Aujourd'hui, il y a des nouvelles recommandations. Aujourd'hui, ce qu'on fait chez des patientes qui ont des endométrioses vraiment sévères avec des douleurs atroces, c'est qu'il faut prendre des ostroprogestatifs, c'est la pilule, on va bloquer les règles. On continue, oui. Parce que quand il n'y a pas de règles, il n'y a pas de douleur en général, sauf quand il y a déjà des adhérences. Quand il n'y a pas de règles, il n'y a pas de douleur. Donc, mais quand il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'enfant, donc c'est l'infertilité, n'est-ce pas? Non, pas une c'est choisi pour le moment. C'est-à-dire au moment où, s'il n'y a pas de désir de grossesse, s'il n'y a pas de désir de grossesse, il y a deux possibilités. On peut mettre sous pilule ostroprogestative en discontinu. Les études montrent en fait que ça a permis quand même de réduire l'intensité des douleurs. Chez certaines, ce n'est pas le cas. Et chez celles-là, il faut être en mode continu, c'est-à-dire qu'elles vont prendre des pilules tous les jours de façon à ce que les règles n'apparaissent pas. Mais à un moment donné, s'il y a un désir de grossesse, on est obligé de lever le pied dessus et de se consacrer, de prendre du temps pour pouvoir concevoir le bébé. On va en venir plus amplement au traitement, les conséquences réelles de la chose. Mis à part ce que ça peut créer déjà dans la relation intime de la personne, au niveau éducatif et tout, côté sanitaire, est-ce que ça peut avoir des complications? Je pense que le plus gros, c'est en fait, j'aimerais pas qu'on banalise en fait la douleur, mais le plus gros en fait des conséquences, c'est en cela en fait que l'endométriose est compliquée. C'est déjà les douleurs et c'est le fait que ça pourrit un peu la vie de la patiente. Parce que quand on en vient à ne plus aimer par exemple les rapports sexuels à cause de la douleur, je pense que tout le monde était un peu scotché tout à l'heure pendant ça a touché tout le monde. Voilà, pendant le témoignage. Donc, l'impact psychologique, déjà, psychologiquement, c'est pas évident. Il faut vraiment être fort pour apprendre à vivre avec. Là, monsieur le réalisateur, si vous pouvez nous permettre d'avoir juste l'image que vous avez là, merci bien. Est-ce que les petites taches rouges sur la partie rose sont là, les endométrioses là? Non, en fait, ce sont des noyaux d'endométriose. Parce qu'en fait, ces cellules, quand elles se déplacent et se posent à l'extérieur de l'utérus, ça va être comme des petits noyaux, comme des petits sachets, des petites pastilles en fait. Et ce sont ces pastilles-là qu'on va retrouver un peu partout, soit sur les ovaires. Sur cette image-là précisément. Sur cette image-là, sur l'ovaire, sur la trompe et même sur le fond de l'utérus. Voilà, sur cette image-ci spécifiquement. Vous voyez un petit noyau au milieu, au-dessus de l'utérus. Donc, vous voyez là, c'est sur la partie supérieure de l'utérus. Normalement, l'endomètre n'a rien à faire là-bas. Il est à l'intérieur de la cavité. La partie qui est surlignée en rouge. Voilà. Les petites taches rouges qu'il y a sur les trompes, sur la trompe gauche, vous voyez des taches. La partie jaune, en fait, c'est l'ovaire. Vous avez aussi des noyaux dessus. Et ça permet d'aller sur la deuxième conséquence. Ça peut entraîner des difficultés à tomber enceinte, une infertilité. Ce n'est pas systématique, mais ça peut vraiment gêner. Ça bloque l'évolution des spermatozoïdes ou ça crée des fausses couches? Non, pas tout à fait. Déjà, au niveau de l'ovaire, imaginez que le tissu de l'endomètre dans l'ovaire s'invagine, c'est-à-dire qu'il forme comme une espèce de coque. S'il y a des règles tous les mois, il y a du sang qui va s'écouler sans avoir une voie de sortie. Donc ça va vous former une boule ou si vous voulez un petit sac liquidien de vieux sang, de sang de règles, qui va grossir au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle un kyste endométriosique ou un endométriome. Et plus il grossit, plus il gêne les ovulations.
La présence des différents noyaux dans le pelvis, c'est-à-dire dans l'abdomen, Oui. en fait, comme je disais, va entraîner une inflammation. Et cette inflammation aussi va gêner, en fait. Ça va créer un environnement pas vraiment propice pour une fécondation, en fait. D'accord. Aussi. Donc, qu'on le veuille ou pas, même si vous évitez le Les terme. adhérences, on peut avoir des adhérences entre les trompes, les murs du ventre. Donc, du coup, les trompes n'étant plus vraiment mobiles, c'est les tant de facteurs, en fait, qui vont rendre un peu plus difficile le fait de tomber enceinte dans ces cas-là. Mais je nuance encore, il y a des patientes qui ont de l'endométriose, qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de douleur et qui ont des enfants sans même savoir. C'est peut-être un jour, pour une autre raison, on les opère, on se dit, il y a quand même quelques noyaux endométriosiques. C'est tellement que ces endométrioses n'ont pas encore évolué comme ça se doit. Voilà, oui, mais il y en a qui vont avoir des formes très légères qui ne vont même pas se savoir et qui ne vont pas non plus évoluer. Moi, je n'en veux du tout pas. on va aller rapidement dans le public avant de revenir à vous. Qui a le micro parmi vous? Personne ne veut se prononcer? Eh bien voilà, l'homme qui veut parler. Apparemment, ils ne sont pas les plus concernés, mais voilà qu'il veut dire quelque chose. Ça m'intéresse bien. Présentez-vous. Oui, bonsoir, heureuse. Oui. Moi, c'est Robert Copin-Edor. Oui, ma question, c'est au docteur. Docteur, vous avez dit si une femme atteinte de l'endométriose, dans la famille, si une femme est atteinte d'endométriose, on peut retrouver des cas de jusqu'à 4 ou 5 fois dans la famille. Et j'aimerais savoir si cette femme-là, finalement, elle réussit à donner de l'enfant. Est-ce que c'est génétique, l'endométriose? L'endométriose, est-ce que c'est génétique? La transmission n'est peut-être pas directe, mais on sait en général que quand dans la famille il y en a eu, il y a plus de chances d'en avoir à nouveau. Pas forcément directement à l'enfant, ça peut être un neveu, ça peut être une cousine. Parce que après, quand on m'a diagnostiqué l'endométriose, j'ai essayé de voir si dans ma famille il n'y aurait pas ce genre de cas où les règles douloureuses sont poussées à tel point. Et c'est là que j'ai fini par voir que aussi bien du côté paternel que maternel, il y a quelques tantes qui avaient des règles douloureuses très poussées. Donc, ma maman n'en a pas, mes soeurs n'en souffrent pas du tout. Mais bon, voilà. Ce qui fait que certaines de mes soeurs ne comprennent pas pourquoi pendant mes menstrues, je suis bizarre ou avant les menstrues, je me tords de douleur. C'est pour elles comme si je m'amusais, un truc du genre. Donc, c'est bien possible. Oui, docteur. Maintenant, avec l'avancée de la médecine et autres, vous parlez en temps de pilules et autres, il n'y a pas de traitement approprié pour essayer d'éradiquer ce problème, parce que c'est énorme ce problème. C'est dommage, mais pour le moment, on n'a pas de traitement définitif de l'endométriose. Ce qu'on va faire, c'est soit le traitement médical, la chirurgie aussi, mais on va opérer en général pour 2 raisons, soit parce que les douleurs sont atroces, peut-être parce qu'il y a des adhérences et tout ça. On va peut-être aller les libérer ou enlever les noyaux, les brûler avec un bistouri électrique et tout ça, éradiquer les noyaux. Mais les récidives, quelques années plus tard, on a des récidives souvent. Voilà. Merci. Donc, oui, d'accord. Merci bien, copain. Moi, c'est Rebecca Djinakou. D'accord, J'ai une question, je ne sais pas si elle est bizarre ou pas. Peut-être. J'aimerais savoir si une mauvaise alimentation peut être à la base de cette maladie. Si on s'alimente bien, est-ce qu'on peut éviter cette maladie? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites dans ce sens. Je ne suis peut-être pas assez calé pour répondre avec précision à la question. Moi, je sais qu'il y a des recherches. Il y a des recherches qui sont faites en ce moment sur surtout la qualité des types d'acides gras qu'on mangerait ou pas qui influeraient sur cela. Si elles sont pro-bonnes, ça voudrait peut-être dire qu'on pourrait, en améliorant l'alimentation, peut-être qu'on pourrait l'éviter, mais pour le moment, c'est toujours des études, en fait. Cécile? Je suis Cécile Houndé. Je veux demander au docteur, c'est nous la cible, les femmes, et quelle est la tranche d'âge qui est menacée par cette maladie? Voilà. En général, il va s'agir de patientes essentiellement du jeune âge, en fait, en période d'activité génitale. Mais il y a 2 types d'endométriose. Si vous voulez,
tout à l'heure, je vous ai dit que l'endomètre pouvait se retrouver à l'extérieur de l'utérus. Oui. On peut le retrouver à un endroit anormal aussi, mais sur l'utérus, dans le muscle de l'utérus. Parce que l'endomètre, c'est la paroi qui tapisse, qui recouvre le muscle de l'utérus. De temps en temps, on peut avoir des noyaux à l'intérieur du muscle. C'est ce qu'on appelle de l'adénomyose. Cette forme-là, on la retrouve plus chez les patientes après 35 ans. D'accord. Voilà, après 35 ans, à un certain âge. Mais dans l'endométriose, où il y a des noyaux sur les ovaires, dans les intestins, où ça peut former un magma et tout ça, c'est beaucoup plus chez les patientes beaucoup plus jeunes. En fait. Voilà que quand on a cette maladie, c'est difficile d'accepter les rapports sexuels. Est-ce qu'on peut s'entendre avec son partenaire pour faire in vitro, au moins pour avoir un bébé? Bon, il devance toutes les questions. Bon, vous allez y répondre peut-être après. Après, lorsqu'on va parler du traitement et tout ce qu'on peut faire après. Remettez le micro. Oui. J'aimerais savoir, pourquoi est-ce que les règles douloureuses de nos jours sont précoces? Pourquoi est-ce que les jeunes filles de nos jours, déjà 11 ans, 10 ans, ont des règles? Est-ce que c'est le changement je sais pas, de l'univers, du monde qui fait ça? En temps normal, une jeune fille doit avoir les règles à quel âge? Bon, de nos jours, à partir de 12 ans, on peut considérer que la jeune fille peut avoir ses règles. Maintenant, c'est vrai que de nos jours, dès 8 ans, 8-9 ans maintenant, il y a des jeunes filles qui ont des règles. C'est comme si vous me demandiez pourquoi maintenant les bébés, quand on les accouche, ils ont les yeux ouverts. Ah mais vraiment, hein? Est-ce que c'est les bébés 4G? Je sais que moi, je suis pas née les yeux ouverts, mais est-ce que c'est les bébés 4G? J'ai un enfant qui est né les yeux ouverts. Est-ce que c'est les bébés 4G? Sincèrement, je ne saurais répondre à la question. Je saurais répondre à la question. C'est plus des constats, en fait. En fait, d'accord. Mais je voudrais quand même faire une nuance. Oui. Parce que tout à l'heure, Madame Adigoun a dit qu'au début, après ses premières règles à l'âge de 11 ans, il y a eu rupture pendant 6 mois. Oui. Mais ce n'est pas directement un signe de l'endométriose, ça, en fait. Je voulais juste le préciser. En général... Qu'est-ce qui peut être à la base? Oui. Quand la comparaison n'est peut-être pas élégante, mais quand vous sortez une machine de l'usine, il faut la roder. En fait, c'est parce que le système n'est pas encore complètement en branle. Donc, après les premières règles, il y a souvent plein de déséquilibres. Donc, on a des règles, ça peut partir un certain nombre de temps. Et ça peut inquiéter, mais ce n'est pas méchant. C'est pas méchant. En fait. D'accord. Parlons maintenant du traitement. Ils ont commencé par l'aborder. Vous avez su que vous souffrez de l'endométriose, je dirais pratiquement 7 ou 17 ans? 19 ans. 19 ans après toute cette douleur. Mais finalement, qui a eu cette idée géniale de vous sortir de l'enfer? J'ai un ami qui est médecin, mais lui, il est pédiatre. Il était en Chine quand on s'écrivait un jour, j'étais en pleine crise. Il m'a dit, mais en fait, tu n'as pas pensé à aller voir un gynéco, lui demander de te faire un test pour voir si c'était pas l'endométriose. C'est de là qu'est partie l'idée. Je suis retournée voir mon gynéco, on avait déjà fait des analyses auparavant. Et c'est là, il a dit, bon, on recommence alors. Et il a fini par dire que c'était vrai, que c'est l'endométriose. Mais j'ai quitté ce gynéco-là, je suis allée voir un second gynéco, puisque lui m'a dit en même temps qu'il fallait opérer au stade où j'étais, qu'il fallait opérer. Donc je l'ai quitté, je suis allée voir un autre gynéco. Il m'a dit, c'est vrai, c'est l'endométriose. Il faut peut-être pas opérer tout de suite, il faut prendre des pilules pour voir. Je lis ici, dans la même semaine, j'ai vu 3 gynécos différents. J'ai vu un 3e gynéco qui a rejoint le tout premier en me disant qu'il faut opérer. Parce que quand il a vu les clichés, tout ça, il a dit non. Vous avez fait une IRM? Oui. Mais au Togo, pas ici. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Oui. Donc c'est le 3e gynéco, tous les 3 premiers étaient béninois. C'est lui qui m'a dit non, qu'il faudrait qu'on m'opère, mais ce serait peut-être une scolioscopie. Donc, bon, j'ai pris mes bagages, j'ai décampé, mais ça n'a pas été facile de décamper parce que j'ai dû attendre 2 mois avant de pouvoir partir, puisque les douleurs sont revenues. Il fallait d'abord essayer de les calmer avant de pouvoir voyager. Donc, dès que je suis arrivée à Lomé, j'ai recommencé encore le même cycle. Il a fallu attendre encore un peu avant d'avoir le gynéco. Et j'ai fait les examens qu'il fallait. Ils ont programmé l'opération.
Pourquoi l'opération n'est pas possible au Bénin, docteur? C'est pas possible? Elle est possible, mais dans une certaine mesure, parce que il faut comprendre, selon l'étendue des lésions, ça peut être délicat. Déjà, pour revenir sur la phase de diagnostic, déjà, il faut simplement y penser. C'est d'abord ça. Ouais, justement, on n'y avait pas pensé du tout. Voilà, c'est-à-dire que, et quand je disais tout à l'heure que du côté des médecins aussi, il y a des efforts à faire, c'est qu'on n'y pense pas toujours. Je pense que les gens y pensent de plus en plus. Deuxième chose, vous avez sûrement fait beaucoup d'échographies chez les gynécos. Le diagnostic de l'endométriose à l'échographie, c'est pas extraordinaire, mais c'est délicat quand même. Il faut s'y connaître un peu, il faut un certain niveau. Il faut déjà y penser pour essayer de rechercher des images en fait pendant l'échographie qui pourraient évoquer l'endométriose. Il y a la compétence du médecin, il y a des bonnes machines. C'est pas chose bon, la compétence sûrement il y en a, le bon matériel vu le coût de nos prestations ici. Je fais un clin d'œil en fait aux assurances aussi, que j'estime qu'ils n'assurent pas du côté des médecins. Donc les gens ont investi, un peu difficile d'investir dans un certain type d'échographe, parce que quand on fait des échographies à 12 000 francs, à 15 000 francs, vous ne pouvez pas acheter des machines qui coûtent 25 millions et les rentabiliser au Bénin. Je veux bien revenir sur ce que le médecin dit, c'est vrai. Les machines, c'est important. Même s'il a la compétence et que l'échographie, c'est très flou, il ne verra rien. Il faut de très bonnes machines pour pouvoir dire, mais là, le stade auquel vous êtes, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment important qu'on arrive à avoir des machines ici aussi. Et vous, aujourd'hui, vous avez pu être opéré. Vous êtes opéré pas au Bénin, à l'étranger. Comment vous vous sentez après l'opération? Est-ce qu'il y a eu changement? Après l'opération, c'est tout un cycle. Hein. C'est pas on finit l'opération et ça s'arrête là. Parce que à mon niveau, on n'a pas pu tout enlever. On n'a pas pu tout enlever. C'était, il y avait tellement d'adhérence et puis il y avait tellement de nodules. Ça avait déjà pris le temps de bien se développer et bon, on n'a pas pu tout enlever. Donc après l'opération, j'ai dû faire un traitement avec du décapeptile sur 3 mois. Et après le déca, il faut le retour des règles pour vérifier ce qu'il en est et tout ça. Et aujourd'hui, plus d'adhérence, plus de douleur? Je n'ai pas encore fait cette étape-là. Je suis à cette étape actuellement. C'est pour cela que ce matin, c'était un peu difficile pour vous. Voilà. Effectivement, vous m'aviez dit que bon, vous êtes encore dans la période voilà. Ce matin, c'était donc le lundi. Il faudrait que je retourne voir le médecin enfin. C'est fini avec cette étape de décapeptile, mais qui est vraiment... c'est tout le temps... C'est comme si... ou c'est coûteux? Non, c'est coûteux, certes, mais tu es tout le temps comme... Tu es comme une femme ménopausée, en fait. Tu as des bouffées de chaleur énormes, tu as très chaud tout d'un coup, très froid tout d'un coup, et il arrive des moments où tu es plus que dépressive, quoi. Docteur? Oui. Finalement, faut-il prévoir opérer, traiter ou rester avec l'endométriose? Moi, je reviens, je n'avais pas terminé sur le diagnostic. Très rapidement sur le diagnostic. Oui, mais c'est très, très important parce qu'on parle d'un système, en fait. Le but, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être sujettes à ça. Il faut que les gens sachent, en fait. Donc, tout à l'heure, on parlait de la qualité du matériel pour faire ces diagnostics pointus, que ce soit les échographes et tout ça. Et après, il y a l'imagerie par résonance magnétique qui est censée cartographier avec plus de précision que l'échographie et nous dit vraiment, permettre de stadifier si vous voulez, la gravité en fait de l'endométriose. En ce qui concerne l'intervention, vous avez demandé si elle pouvait pas être faite au Bénin. Elle peut être faite au Bénin, mais dans une certaine mesure. En général, c'est par celluloscopie. Il y a la celluloscopie au Bénin. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous opérez une endométriose, ce n'est pas juste gynécologique. Vous pouvez vous retrouver avec des problèmes des intestins à réséquer. Vous pouvez vous retrouver avec des adhérences sur les plans urinaires. Il faut peut-être un urologue à côté. Et j'en passe. Donc, toute une équipe qui se réunit il faut être préparé pour tout ça, à toutes ces éventualités-là, en fait. Et pour pouvoir libérer des adhérences, même en celluloscopie, ça c'est de la cellule déjà avancée d'un certain niveau. Même en Europe ou dans les pays occidentaux, il y a des centres spécialisés pour ça. On peut les faire dans une certaine mesure et même là. Et là aussi, c'est une question de matériel.
C'est une question de matériel. Il y a des compétences pour ça, mais c'est une question de matériel. Il faut que la population, elle aussi, comprenne. Pour certains résultats, il faut du matériel. Et quand les médecins essayent d'investir pour mettre dans du matériel, on ne demande pas le prix, le niveau de vie du pays, en fait, d'où on vient quand on achète du matériel à l'extérieur du Bénin. Ça, les assurances le savent, elles font semblant de ne pas le savoir. La population, il faut qu'elle le sache. Donc, certains soins coûtent ce que ça coûte. Après le diagnostic, on parlait du traitement déjà. Oui. Donc, l'intervention est délicate. Elle est délicate et selon en fait, votre plateau technique, il est fort probable que vous n'arriviez pas à tout enlever, et selon l'étendue des lésions, parce que même deux fois, certains gestes peuvent être dangereux en fait pour la patiente. Donc il faut pouvoir doser et s'arrêter à un niveau donné. Et quand on s'arrête, je ne vous arrête pas, non, je vous arrête pas, docteur, mais quand on s'arrête à un niveau donné, à son niveau, ils n'ont pas pu tout enlever. Oui. Quelle est la suite? La suite, doit revivre encore des crises d'endométriose? Parce que déjà, pourquoi on opère l'endométriose? C'est pour deux raisons essentiellement. Soit parce que les douleurs sont atroces. Et dans son cas, je pense que c'était principalement ça. Dans un second temps, ça peut être pour des raisons de fertilité, essentiellement quand on a des kystes endométriosiques sur les ovaires. Et même là encore aujourd'hui, il faut faire attention, parce qu'on peut même créer plus de problèmes en enlevant les kystes. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Oui. Donc, ce sont les deux raisons pour lesquelles on opère en endométriose. La douleur ou la question de la fertilité. Voilà. Maintenant, l'après, Madame Adigon a parlé d'une molécule qui a été utilisée, qui effectivement entraîne une ménopause Ok, raison pour laquelle elle a des signes de ménopause. Voilà, une ménopause chimique. En fait, ça permet de bloquer tout le système hormonal. Donc, il n'y aura pas de règles pendant 3 mois. Certains pensent que ça permet de diminuer les chances de récidive. Il y a un débat autour. Ce n'est pas toujours le cas. On souhaite le meilleur, mais il y a un débat autour. Mais est-ce qu'après l'opération, on vous a rassuré que vous allez procréer? Il faut dire qu'après l'opération, j'avais déjà beaucoup de satisfaction. Plus j'avais des kystes ovariens également. Donc, à un moment donné, en plus un fibrome, le ventre gonflé totalement, je n'arrivais pas à respirer du tout. Mais au moins, après l'opération, je n'ai plus ce genre de problème. Je peux même monter sur un zème, prendre un zème d'un point à l'autre, alors qu'il fut un temps, je ne pouvais pas. Il y avait les douleurs et le fait que ça saute tout le temps, je ne respirais plus. Donc, déjà, il y a ce point positif. Maintenant, par rapport aux douleurs, le médecin l'a dit tout à l'heure que ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, malgré l'opération, puis 2 semaines après l'opération, je me suis retrouvée aux urgences. Les douleurs étaient là, mais encore plus intenses. Et c'est là où on a fait le décapeptile et tout ça. Après le décapeptile... Le décap, c'est pourquoi, docteur? En fait, c'est parce que... mais c'est vous le spécialiste. Oui, mais avec le temps, elle a pu se rechercher dans les affaires. Elle a été plus gynécologue que certains apparemment. Non, en fait, on le connaît, mais c'est juste que je ne voulais pas prononcer le nom parce que c'est un nom commercial. Comme le diraient d'autres personnes. En fait, c'est des agonistes de la GnRH. En fait, si vous voulez, comme je disais, c'est des molécules qui permettent en fait de créer une ménopause chimique. En fait, on bloque tout le système hormonal au niveau cérébral, si vous voulez. Donc, cette molécule a été utilisée, en fait, pour soulager, je pense, et comme je dis, pour certains, certains estiment que ça diminuerait les récidives. C'est ce que je souhaite. Mais par rapport aux études qui ont déjà été faites, certaines ont été soulagées, d'autres pas. Donc, il y a un débat tout autour. Et tout le monde n'a pas forcément cette attitude-là par rapport au décapeptile, en fait. Certains vont mettre simplement sous pilule à nouveau, mais en traitement continu, s'il n'y a pas de désir de grossesse tout de suite. L'autre élément, c'est que quand on utilise ces genres de molécules, les agonistes de la GnRH, on fait ce qu'ils appellent... en fait, on va ajouter de la pilule derrière pour pouvoir diminuer un peu les effets de cette ménopause temporaire qu'on a créée. Mais avec tout ça, vous êtes sous un traitement terrible, je dirais. Est-ce que c'est possible d'avoir un enfant? On vous l'a garantit? Oui, c'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est possible. D'accord.
D'accord. Alors, docteur, on va en venir très rapidement aux idées reçues parce qu'il y en a tellement assez. Vous voulez dire quelque chose? D'accord, je vois des signes de l'autre côté en fait. Donc là, docteur, vous allez essayer de répondre par oui ou par non par rapport à ces idées que nous recevons souvent sur l'endométriose. Alors, déjà, la première idée reçue, c'est que faites un bébé, ça ira mieux après. C'est pas systématique. C'est pas systématique. La grossesse soulage un peu parce que pendant la grossesse, il n'y a plus de règles. Voilà. Mais après, tant qu'il y a règles, douleur dans l'endométriose, c'est les règles qui entraînent la douleur, en général. Donc pendant la grossesse, il n'y a plus de règles. Donc ça soulage un peu. Mais après, ça revient. Par contre, si c'est des... Il ne faut pas confondre, c'est la première question en fait. Si c'est des dysménorrhées, c'est-à-dire des douleurs dues aux règles essentielles, après le bébé, ça va passer. Je pense que c'est plutôt cette confusion qui est faite. Voilà, au niveau des citoyens. Voilà. Dans le cas de l'endométriose, après la grossesse, les douleurs persisteront. Oh. Mais l'endométriose, vous l'avez dit tantôt, ça ne rime pas forcément avec l'infertilité. Non, pas forcément. Ça peut gêner. Ça gêne souvent. Il y a des artifices en passant par la chirurgie et après la procréation médicalement assistée. Et par rapport à la chirurgie, est-ce que c'est la seule méthode, le seul moyen aujourd'hui pour soigner l'endométriose? Non, la chirurgie ne soigne pas. La chirurgie, comme la pilule contraceptive, améliore le confort de vie et la qualité de vie. Tout simplement, on ne soigne pas. Pendant une certaine durée. Mais ça ne traite pas définitivement. Dès le départ, j'ai été clair. Ça ne traite pas définitivement l'endométriose. Parce qu'on n'en connaît pas la cause, donc c'est difficile en soi. D'en guérir. Donc on ne peut pas guérir de l'endométriose. On souhaite, j'espère qu'Inch'Allah on pourra, mais on va être positif. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Je pense que les gens y travaillent. D'accord. L'endométriose, c'est juste des règles douloureuses. Ce n'est pas juste des règles douloureuses, c'est des règles très douloureuses qui pourrissent la vie. Un mal-être constant. Transitoire et répété. Transitoire et répété. D'accord, docteur. Merci pour toutes ces informations. C'est un peu un résumé de tout ce qu'on a dit tantôt à travers ces idées reçues. Mais aujourd'hui, vous avez eu une très belle idée. Sortir pour informer vos sœurs qui certainement sont dans cette situation, mais qui ne savent pas que c'est de l'endométriose. On a eu une mère qui a dit tantôt que sa fille, qui est médecin, docteur, je ne l'ai pas dit, la fille est médecin, elle a souffert de l'endométriose depuis un peu comme elle, et en fin de compte, elle a fait une opération. Elle a dit tantôt le médecin aurait retiré, je ne sais pas, la trompe ou quoi, mais la femme n'a plus fait d'enfant, son mari a dû être obligé d'en faire au dehors. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, on ne sait pas, au gouvernement, parce que je ne dirais pas que c'est un problème de santé publique, mais ça l'est. D'abord, même avant de parler des gouvernants, nous femmes, nous n'aimons pas souvent aller chez le gynécologue en continu. Et surtout avoir un gynécologue précis. Il ne faut pas tout le temps se mettre à champ. Si j'avais un seul gynécologue, peut-être qu'il y aurait pensé plus tôt. Donc, il faut d'abord avoir un gynécologue. Fidéliser un gynécologue. Voilà. Et dès que la fille a ses règles et qu'elle présente certains signes, les règles douloureuses et tout ça, allez voir le gynécologue pour savoir ce qu'il en est. Parce qu'avec un traitement hormonal, on peut éviter la chirurgie. Vous confirmez, docteur? Si, c'est très vite décelé, hein. Ce n'est pas que... Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'en fait, vous avez des patientes qui n'ont que 18 ans et qui ont des endométrioses en fait extrêmement étendues. Par contre, vous pouvez en avoir une qui a 28 ans, qui a une endométriose peut-être très intense, mais moins étendue en fait. Il n'y a pas directement de parallélisme entre l'évolution de la maladie et la pilule contraceptive en fait ne ralentit pas l'évolution de la maladie. Elle ne ralentit pas l'évolution. La pilule contraceptive agit sur les règles en fait. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de douleur. C'est une solution temporaire pour soulager les gens. Tout simplement. Mais pour le moment, la preuve, même après la chirurgie, et malgré les pilules, il y a des femmes qui ont des récidives. Ça prend du temps, mais ça a tendance à se reconstituer. Elle est encore dedans. Malgré la chirurgie, elle est encore dedans. Voilà. Alors, docteur, comment faire pour prévenir le mal? On ne peut pas en guérir, on en souffre. Mais pour celles qui n'en souffrent pas, comment faire pour prévenir la chose? Là, c'est une colle, en fait. Parce que pour prévenir quelque chose, il faut le connaître. Et on ne le connaît pas encore, c'est l'endométriose.
On ne connaît pas réellement les causes réelles. Donc, c'est difficile de dire, pour éviter ça, voilà ce qu'il faut faire. Il faut déjà identifier le mal avant de... C'est ça le problème. Et comme je disais, il y a des études sur l'alimentation, sur certains facteurs environnementaux, mais pour le moment, rien de clair et de sûr. Rien de clair là-dessus. Il faut juste peut-être dire aux dames, dès que vous sentez les douleurs vraiment atroces pendant les menstrues, d'aller voir le gynécologue. Consulter. Ne banalisez pas. Justement, ne pas banaliser. Les règles, c'est naturel, on le sait. Mais des douleurs atroces, ça, non. D'accord. On peut avoir des règles douloureuses d'une certaine intensité, mais quand vous avez une fille qui se tord de douleur, qui prend tous les antalgiques du monde et qui continue à poser son ventre sur le carreau, qui se tourne à chercher une position dans laquelle elle va être soulagée, il faut consulter. Tout simplement. Consulter. À l'endroit des gouvernants, comme je le disais tantôt, il y a assez de médiatisation autour des cancers, autour des maladies rénales, autour du paludisme et tout, mais l'endométriose, est-ce qu'il ne faut pas prendre ça également à cœur? Justement, il faut en parler pour que nos hôpitaux puissent être mieux équipés, pour qu'ils puissent avoir le matériel qu'il faut. C'est important. Et quand il y a le matériel, il faudrait, comme le médecin l'a dit, les assurances et tout ça. On a besoin du matériel, on a besoin des compétences humaines. C'est important qu'on forme plus de médecins qui soient spécialisés dans de telles choses. Voilà, parce qu'on a des médecins ailleurs qui sont spécialistes de l'endométriose. Oui, mais en fait, on a des médecins ailleurs qui sont spécialisés en endométriose. Vous savez, je dis souvent... Très rapidement. Oui, je vais aller vite. Si vous voulez la sauce qu'il y a sur le voisin, il faut mettre les condiments. D'accord. Comme chez le voisin. Vous revenez toujours à ça. Je reviens toujours à ça. Non, les conditions en fait, c'est très important. Les hôpitaux publics, ils doivent être équipés, pas juste avec la bouche. Ils doivent vraiment être équipés. Et pour que les gens soient plus alertes par rapport à ce genre de pathologie, il faut se former. On prend l'avion, on part. Quand vous voyez les coûts de ce que... Parce que tout ça, ça a un coût, en fait. La question, moi, je vais peut-être pour terminer à son niveau, lui demander si... Vous m'interrompez, oui, parce que le temps, vous n'allez pas m'interrompre, j'ai fini dans 30 secondes. Oui. Et la question, c'est qui paie, en fait, ces frais-là. Les médecins de qualité, ils voyagent, ils vont à des congrès, ils reviennent. Ce n'est pas avec les tarifs qu'on pratique au Bénin, dans les hôpitaux publics, comme dans les structures privées, que les assurances prennent en charge. OK. Voilà. Tout ça, ça a été à votre charge. Vous avez dépensé environ combien dans ça? C'est chiffrable? Je préfère ne même pas en parler. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas un revenu conséquent, c'est même pas la peine d'y penser. Parce que tu te retrouves au-delà d'1 million. Quand tu regardes tout ce que tu as comme frais. Pour le traitement. Mon Dieu. Franchement, docteur, il faut un recyclage au niveau des médecins parce que tout ça, c'est la faute aux médecins. Si c'est vite diagnostiqué, on n'en serait pas à de l'infertilité et tout. Facile, non, pas un peu facile. Dans tous les cas, ce n'est pas vite diagnostiqué. Et là, je me fais le porte-parole, si certains me permettent. Ce sera votre mot de la fin. Non, attendez. Ce n'est pas la faute du médecin si on n'est pas diagnostiqué. Ce n'est pas la faute du médecin si, même dans le privé, on pratique des tarifs. En fait, la qualité de santé, et moi je pense qu'on se trompe beaucoup sur la question, c'est mon simple point de vue. La qualité du soin de santé n'est pas fonction du niveau de vie du pays. Ce n'est pas fonction du niveau de vie du pays. On va en faire un si vous n'avez pas de matériel, si vous n'avez pas le matériel adéquat, vous ne diagnostiquerez pas l'endométriose. Et ce matériel adéquat-là, il coûte ce qu'il coûte. Ce n'est pas en fonction du nom du pays dont vous êtes originaire. Ce n'est pas la faute du médecin. On vous aura compris. C'est tout un système. Il faut voir avec les assurances, il faut voir ce qu'on paye aux gens. Parce que quand vous payez votre consultation, votre médecin, il vit avec, il est censé prendre son avion pour continuer à faire sa formation continue. C'est pour ça que finalement, nous, gynécos, beaucoup sont des médecins césariseurs. Et après, ça s'arrête là. Tout simplement. Voilà. C'est bien dommage. Vous allez revenir sur ce plateau avec d'autres spécialistes et on va aborder vraiment cette question de spécialisation des médecins gynécologues ou des médecins en général, tout ce qui tourne autour. Et voilà, mesdames et messieurs, le sujet, le forum de ce jour consacré à l'endométriose au-delà des règles douloureuses. Vous avez eu les informations qu'il faut. On aura le temps de revenir avec notre témoin, je dirais, qui accepte être disponible pour informer la population. On va consacrer d'autres
forum du jour, d'autres espaces à ce sujet-là pour beaucoup plus être informés. Merci pour votre attention. On va se dire à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.